Bienvenue à tous dans cet épisode du Moicast, le podcast qui prononce le mot goyave correctement et qui disent bien évidemment le coco et pas la coco, et pas très important, on ne le dira jamais assez. Épisode très particulier aujourd'hui puisque je suis avec deux invités, vous n'en voyez qu'une seule pour l'instant, vous allez voir tout à l'heure mon autre invité. Et salut à tous, salut The Spout, salut Gaïou, salut Smalls, salut aux gens qui arrivent dans le chat. N'hésitez pas à partager le lien. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, j'ai une invitée que j'ai jamais eue en live, d'ailleurs jamais eue dans le Moicast auparavant. C'est Jalis. Salut Jalis, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Alors, ça va être le moment de faire un petit test technique. Est-ce que les gens vous entendez bien, Jalis? Est-ce que vous entendez bien Jalis? Oui. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est OK? Ok. Est-ce que c'est OK? Oui, Là, oui, c'est bon. là, Ok. oui. OK, super. Très bien. Alors, Jalis, tu es artiste, tu es chanteuse, principalement dancehall, chata, on va dire. Est-ce que tu peux te présenter au-delà de ça, pour ceux qui te connaîtraient peut-être pas? Alors, du coup, je m'appelle Jalis, je suis chanteuse, je suis martiniquaise. Avant tout, Martinique. Avant tout martiniquaise, d'ailleurs. J'aurais dû commencer par là. Et effectivement, je fais de la musique depuis, professionnellement parlant, depuis 6 ans maintenant. Et c'est effectivement dans la musique un peu urbaine, donc dancehall, chata en ce moment, mais on peut aussi parler de rap, etc., etc. Oui, c'est ça, je veux dire, tu touches un peu à tout ce qui est musique urbaine. En fait, tu es un peu éclectique sur ça. C'est ça. Et on a un deuxième invité. Alors, malheureusement, ça ne tenait pas dans le cadre, donc j'ai dû faire une petite adaptation. Il faut faire des choix. Ouais, faut augmenter le gain un peu. Alors, le gain, les amis, il est au max. Mais attendez, je vais faire un petit truc encore. On va rajouter, on est à 50. Comment ça va se passer? Ouais, non, ça se passe bien. OK. Voilà, un sacrifice a été fait. Mais non, car on a aussi une autre scène avec l'ami Shorty. Salut, Shorty. La technique. Salut à tous. Salut Samo. Salut Alors. Jalis. Salut. Comment tu vas, Shorty? Bah écoutez, tout va bien. Oh, t'es un habitué maintenant. Ouais, c'est vrai. Je suis un habitué du Moicast. Mais toujours Paris, des températures qui changent de chez moi. Ouais. Donc, Parce que voilà. tu n'es pas sur Paris. Au plupart du temps, tu es plutôt Voilà. en Guadeloupe. Alors attends, hop, Sur Bémao. sur Bémao, bien évidemment. Mais il fait chaud là en ce moment, gentil. Oui, Un petit peu il quand fait même. un peu Meilleur. Un peu meilleur. que novembre. J'étais là en novembre, c'est vrai qu'il fait meilleur. Ouais, il fait genre un petit 12-13, un truc comme ça. Ouais, là. voilà. Mais oui, ça va, c'est l'été. Mais bon, il suffit que tu passes à l'ombre, et là, il y a un petit vent qui passe et tout, tu vois. Tu n'aimes pas le pays du français? J'aime bien passer dans des séjours courts et rentrer chez moi. Ok, d'accord. Mais je passe avec plaisir, mais pas trop longtemps. Et donc, Jalis et toi, vous êtes là aussi par rapport à un événement qui va se dérouler très bientôt. C'est ça. Qui est L'Oxymoron Stage, D'accord. le 18 avril à la place Hip Hop. Ouais. Et voilà, les tickets sont disponibles. Ah, C'est pas cher du tout sur dice.fm. ouais. Et voilà, il y aura Jalis qui fait partie du plateau. C'est la 3e édition. Il y aura d'autres artistes. Et je vais en parler après. Aujourd'hui, priorité à Jalis qui est avec nous. Yes, exactement. Alors, Jalis, justement, tu seras à l'Oxymore on Stage. Déjà, toi, tout ce qui est plateau d'artistes, festival, concert, c'est des choses que tu fais beaucoup. Comment ça se passe pour dans ta tête de préparer cet événement, au moment de préparer cet événement? Alors, je ne sais pas si on peut dire que j'en fais beaucoup, c'est relatif, mais en tout cas, j'en ai déjà fait effectivement des scènes. Et du coup, j'ai très hâte de faire celle-ci, tout simplement parce que déjà, c'est avec l'Oxymore. Elle s'inscrit aussi dans une DA urbaine, hip-hop, ramener aussi la scène antillaise à Paris, en fait. Et vraiment, en plus, la salle choisie, elle est connue à Paris pour la musique urbaine, justement. Donc, c'est une super occasion et opportunité, je trouve, pour nous tous déjà de performer là-bas. Et c'est un plaisir, du coup, de préparer cette scène. Alors, justement, tu parles de la scène urbaine caribéenne. Toi, tu es dans l'Hexagone par ton temps, c'est ça? Oui, j'habite ici. J'ai senti là. Voilà, oui, j'ai dû me déplacer au bout d'un moment. Vous sentez que dans ce trio-là, il y a vraiment un amour pour l'Hexagone. Ouais, c'est vraiment incroyable. Parce qu'on est encore en mars. C'est ça. C'est dur. Quand ça va arriver vers avril-mai, ça va. Ça passe mieux. Ça passe mieux. Ça passera mieux. Mais du coup, donc, comment tu vois un peu la scène, comment dirais-je, t'arrives à garder contact avec la scène même locale en étant ici? Je trouve qu'effectivement, en ce moment, on arrive à garder
le lien, mais je trouve aussi qu'il y a énormément des acteurs de la musique ici finalement, donc on se retrouve un peu tous ici. Il y en a beaucoup qui font aussi des allers-retours. Et donc du coup on se retrouve, on est tous connectés, et donc ça va, tant mieux pour l'instant. Et tu dirais que c'est quoi ton rapport à la Martinique quand maintenant que t'es un peu loin, même si tu dis que tu gardes le contact et tout, est-ce que t'as un rapport encore fusionnel? Est-ce que tu t'ouvres plus à l'extérieur vu que tu es en Europe? Comment ça se passe pour toi? Musicalement et même personnellement, hein. Je sais pas, je garde toujours une relation très fusionnelle avec la Martinique, elle me manque en permanence. Et d'autant plus qu'on vit à Paris, c'est pas facile Paris. Si on vivait au sud, je pense que c'est vrai. Mais donc du coup, elle me manque beaucoup, mais c'est pas pour autant du coup que je compte y retourner pour l'instant, pour le travail, pour toutes les opportunités qui se trouvent ici, notamment sur la scène musicale. Et justement, quand tu parles d'ouverture, je pense qu'on a déjà pour la plupart l'esprit ouvert, je pense, vers l'extérieur, mais là on expérimente l'extérieur. On a l'occasion aussi de performer et de rencontrer des artistes ou des organisateurs d'événements d'ailleurs qui ont d'autres inspirations, mais aussi d'autres c'est d'autres choses qu'on découvre et qu'on expérimente, et c'est très cool. Et justement, ta musique, elle est influencée un peu par tout ça. Exactement. Mais je me suis rendu compte dans les visuels, notamment des derniers clips derniers trucs que tu as sortis. Il y a quelque chose de très moderne, qu'on voit pas beaucoup aussi dans nos clips, même si je pense que les clippers ont tendance aussi à évoluer et tout. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une vibe qui m'a fait assez plaisir. Et j'ai vu ça aussi dans d'autres artistes. Bon, évidemment... si je te dis, Meryl, Kalash et tout, j'ai vu Maureen aussi, son visuel a pas mal évolué aussi. Donc je trouve qu'il y a ce côté un peu plus cinématographique dans les clips. Exactement, cool, exactement. Je pense aussi que ça vient avec l'intérêt qu'on nous porte. On porte d'autant plus à notre musique, il y a plus de regards tournés vers nous, donc je pense aussi que tout le monde fait l'effort d'être au niveau des autres styles musicaux, mais je pense aussi effectivement que ça vient avec l'expérience, avec le fait qu'on rencontre d'autres artistes, on s'inspire d'autres personnes. Moi, ça a toujours été une priorité pour moi d'emmener plus loin ce qu'on fait. Et visuellement, c'est le plus facile à faire. Donc, en tout cas, c'est le plus visible. Et pour moi, c'est important. Donc, ça me fait très plaisir que tu l'aies remarqué. Et surtout, on fait comme on peut aussi, parce que quand on est loin de la maison, parce qu'on fait une musique qui ressemble beaucoup à chez nous. Et on n'a pas du tout les décors ici. Faire un clip de dancehall à Paris, c'est dur. Voilà. Donc, on doit l'emmener ailleurs, on doit s'adapter. Et ça emmène à ce que je pense les autres Européens font tout en chacun, même les Africains qui font de la musique ici, en vrai, ils n'ont pas les décors chez eux, donc tout le monde s'adapte et ça donne quelque chose. Il faut créer les univers. Et salut tous ceux qui arrivent, salut l'Anti-Stream. Oh, on a l'Anti-Stream qui nous a fait un raid. Attendez, j'avais pas vu. Alors, vous n'allez pas entendre, mais il y a une musique spécialement pour les raids. Merci l'Anti-Stream pour ton raid incroyable. 165 personnes, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, merci ceux qui arrivent de l'Anti-Stream. On est avec Jalis et Shorty, artistes Jalis et Shorty qui peut mettre à manioc, touche à tout, le patron de la musique urbaine guadeloupéenne, et enfin antillaise même, je dirais. J'aurais bien aimé. et on parle de tout ça, donc vous arrivez en pleine interview les amis. Et il y aura un moment d'ailleurs pour parler un peu poser un peu des questions et tout, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout à l'heure. Musique de IA, oui, ne parlons pas de ça, oui, mais la musique a été faite avec une IA. Mais je respecte les musiciens et les artistes, elle n'est pas... voilà. Bref, alors, bon, tu vois, déjà, ils veulent me mettre dans la merde dans mon chat. Non, mais dans mon chat, même regarde, les modérateurs sur mon chat, ils veulent me foutre dans la merde quand même. Mais bon, bref, c'est pas grave, de Spout, on réglera ça. Alors, du coup, on parlait donc des visuels, Geeks, I see you. Claude Le Rouge. Claude Le Rouge, salut Claude Le Rouge. On parlait des visuels et de la direction artistique de la musique. Mais moi, je me pose une question plus globale sur toi, sur ce qui t'amène à faire ce que tu fais aujourd'hui. Puisque moi, je ne te connais qu'à travers tes clips, tes sons et Twitter, parce que je te suis depuis un moment. Et comment ça a commencé pour toi, cette aventure dans la musique ? Déjà pour être sincère, ma mère est chanteuse, ma mère c'est Majesty, et du coup j'ai toujours baigné dans la musique grâce à elle. Ma mère me faisait écouter les sons de ta mère. C'est vrai, voilà. Ça m'a fallu donner un coup de vieux.
Et donc, du coup, voilà, on commence naturellement à baigner dedans. Je refute un peu l'idée au début d'en faire une carrière. Ouais. Ouais, je suis en mode... tu fais ça juste pour le kiff? Même pas, je le fais pas en fait. Je me dis, ma mère, c'est son job. En tant qu'adolescente, je fais le contraire. Voilà. Ouais, le rejet de l'adolescence. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, je l'ai accompagné quand même souvent sur scène parce que j'aimais chanter naturellement. Mais voilà, je n'envisageais pas ça comme une carrière. Et ça m'a vite rattrapée. Voilà. Pendant mes études supérieures, je rencontre Meryl, on commence à faire de la musique ensemble et puis voilà. Du coup, j'ai commencé ma carrière comme ça. Donc en fait, c'est pas du tout ta maman qui t'a donné le virus de la musique, c'est t'as dû faire tout un chemin pour revenir. Elle m'a donné le virus et j'ai refusé. J'ai fui jusqu'à ce que ça me rattrape. Voilà, j'ai mis un masque et ça m'a rattrapé quand même. Et il y a Joey McGuffin dans le chat qui dit Big up Majesty Foundation, Joe Rastafari. Effectivement. Et donc, ouais, donc tu fais un peu une boucle pour revenir à la musique. Et d'ailleurs, justement, comment ça a été accueilli, ce choix de carrière familialement? Tu veux dire à la maison? Ouais, du coup. Franchement, très bien. Ouais, en mode, enfin. Oui, voilà, limite, exactement, limite. Ouais. Ma mère, elle était très contente. Hein. Franchement, j'ai rien à dire. Je vivais avec ma grand-mère à cette époque qui, elle, était plutôt dans le doute. Mais en parallèle, moi, je menais des études. En plus, je les menais assez bien, donc personne ne s'en plaignait. Tu faisais quoi comme études? Des études de commerce. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Donc, en général, je croise beaucoup d'artistes qui ont fait des études de commerce. En général, ils finissent par devenir dirigeants de labels, trucs comme ça. C'est un objectif. Mais ne dévoile pas tous mes plans. Ouais, d'accord, je vois. J'ai pas n'importe qui à côté de moi. D'accord. Je ferai gaffe aux questions. On s'inspire des meilleurs. Bien sûr, exactement. Et donc là, tu décides de faire cette carrière-là et ça se passe, comment dirais-je, facilement au début. Comment se passent les premiers pas dans la zik? Sincèrement, ça se passe bien parce que j'ai pas d'attente, en fait. Je commence sans connaître grand-chose du business. Vraiment, sans même avoir au début l'envie d'en faire un business. Je finis encore mes études. C'est pas du tout dans les plans de tout abandonner, tout plaquer. Et donc, du coup, je commence avec... en fait, sans me prendre la tête, donc c'est très bien. On s'amuse, on va au studio, on fait de la musique, tout le monde kiffe. Et c'est au bout d'1 an peut-être que vraiment je commence à le prendre de plus en plus au sérieux et que là commence tout ce qui est apprentissage véritablement du business de la musique. Et depuis, on l'a pas lâché. Mais t'as une date à peu près du moment où ça devient sérieux pour toi? Je pense, 2018 avec Gang, la sortie de Gang, qui est mon morceau jusqu'à maintenant d'ailleurs, qui a le plus qui a été le plus écouté, qui a le plus tourné. Et à partir de là, voilà, je commence à envisager une vraie carrière. Et c'est marrant parce que moi, j'entends plus parler de toi autour de 2019-2020. Je pense même dans la même période de confinement, machin, il y a pas mal d'artistes que moi, je redécouvre dans cette période. Et est-ce que tu dirais que, malgré la difficulté que les gens vivent dans cette période-là, je trouve que 2020, tu as eu beaucoup d'expositions autour de cette période-là? Très personnellement, attends, j'essaie de me retrouver dans les dates. Ouais. En 2020, qu'est-ce qui sort? Il y a le Carré de Trace. Oui. Donc, c'était une assez bonne période quand même. Oui. En fait, c'est compliqué de donner un seul avis parce qu'elle était assez longue, cette période. Donc, il y a eu la période au début, je pense, où tous les artistes se sont dit « Ok, c'est l'aubaine. On est tous à la maison, on va juste être au studio, faire des choses et tout. » Il y a eu les moments aussi de down, je pense, où on se dit putain, c'est foutu. Enfin, il n'y a plus d'événementiel, il n'y a plus rien, on peut plus se... Et puis surtout, là, on commence à rentrer en concurrence avec Internet. Les algorithmes se développent de plus en plus. Je voulais rajouter aussi que peut-être comme tu étais en Guadeloupe, du coup, ça t'a donné une force. Pendant le confinement, elle était en Guadeloupe. Ah ouais, d'accord. Aussi. Le meilleur endroit, il me semble. Voilà, heureusement que Chantier est là pour nous dire. J'étais en Guadeloupe, donc c'est un très bon moment. De toute façon, le confinement en Guadeloupe, c'était pas vraiment un confinement. Exact. Donc, c'est pas tant le confinement qui était compliqué, c'est plutôt que le monde s'arrête au moment où même nous, on commence aussi à prendre beaucoup de galons à ce moment-là. Il y a Meryl qui fait le Skyrock, etc. Donc, il y a une sorte de ballon qu'on a l'impression qui a freiné énormément de personnes, mais qui en même temps a donné beaucoup de ballons à d'autres personnes. Donc, c'est une période assez particulière. Et tu sais, mais même, c'est un peu bizarre, mais même pour les gens créateurs de contenu, genre, c'est à cette période-là que moi, de mon côté, par exemple, ça a un peu, c'est parti un peu en vrille, parce que ça a commencé à monter aussi. Je pense qu'en fait, les gens étaient chez eux,
Les gens ont besoin de se changer les idées. Et donc, les musiciens, les créateurs de contenu, les vidéastes sur YouTube, tout ça, ça a été le moment où ils ont commencé à se faire voir. Tu parlais du Skyrock de Meryl. J'ai l'impression que dès que j'en parle avec des gens qui sont du près de loin dans le milieu de la musique, c'est un truc qui marque. Toi, ça t'a touché comment, ce truc-là? Déjà, je pense qu'on a tous suivi cette semaine-là. Ouais. Vraiment. Et oui, je pense que ça a marqué. En tout cas, dans les dernières années, par rapport à notre génération, c'est peut-être l'un des événements récents qui a le plus marqué. Je pense la musique urbaine, notamment. Et le pont qu'on doit encore construire et continuer à construire entre chez nous et ici. Et donc, oui, je pense que c'était un des événements majeurs des dernières années. Ouais. D'ailleurs, tu penses que le pont dont tu parles, il y a encore beaucoup à faire ou comment tu vois un peu les choses? Je pense qu'il reste à faire. Encore une fois, beaucoup, je ne sais pas. C'est relatif, mais je pense qu'il reste à faire énormément de choses, mais c'est parce que le pont ne doit peut-être pas être fait qu'avec l'Hexagone, quoi. Il y a 1000 ponts à faire. Il faut juste qu'on ouvre notre musique au reste du monde ou que le reste du monde regarde notre musique, quoi. Parce que justement, beaucoup de gens font la musique qu'on fait. C'est ça. Et d'ailleurs, je trouve que nos sonorités sont de plus en plus populaires. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu sens qu'il y a un coup à jouer, que c'est le moment où ta musique peut se faire entendre par le plus grand nombre? Je pense qu'il y a un coup à jouer, mais sincèrement, je pense qu'il y a toujours un coup à jouer avec nos musiques. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a jamais connu de moment où personne n'écoutait de la musique antillaise. Je pense juste que c'est selon les styles, ils ont leur cycle, mais on n'arrête jamais. Je pense que si nous-mêmes, on lâche pas notre propre musique, si nous-mêmes, on la revendique, si nous-mêmes, on revendique notre propre culture, il n'y a aucun moment où on va juste connaître... où personne ne va nous écouter, on va juste passer de tendance à d'autres, comme les États-Unis le font, comme les Français le font, etc. Ok. Shorty, je passe un peu à toi. Justement, c'est ta troisième édition de... Alors moi je disais festival, c'est plus une scène ouverte, comment tu... Ouais, c'est plus un concert en vrai. Festival, ça implique à mon avis d'autres choses, d'autres quantités de public. Et peut-être, maintenant, on a la vision du festival sur plusieurs jours aussi par rapport aux différents festivals qui font parler d'eux. Et ouais, c'est la 3e édition. Et alors, est-ce que ça a été difficile de mener le projet jusqu'à cette 3e édition? Comment ça se passe pour toi? Ou bien c'est plus simple, du coup, justement, vu que tu as 2 éditions en arrière, les choses se font de manière plus carrée, plus rapidement? Et merci pour le sub, Larry. C'est plus fluide, là, en bout de la 3e édition. Pour revenir sur le début du projet, moi, j'ai contacté la place à travers Alexis Onestas pour présenter l'Oxymore d'une manière générale. Et je cherchais aussi un lieu sur Paris où faire mes interviews. Et en fait, rapidement, c'est eux qui nous ont proposé pour la première édition d'intégrer justement un festival qui faisait sur plusieurs jours. Et en gros, il y a un jour qui a été dédié à un concert avec des Caribéens. Ça, c'est fou, ça. Donc, ça a été la première édition qui s'est bien déroulée. Donc, on a discuté rapidement de la 2e édition. Ça s'est encore mieux déroulé. Et là, nous voilà pour la 3e. Et effectivement, c'est-à-dire que c'est difficile parce que c'est un taf, donc il y a toujours des choses à faire, il faut communiquer, il faut convaincre les gens d'acheter leur place, de venir. Mais achetez vos places. Aujourd'hui, disons qu'on ne part pas de zéro. Donc en fait, on a des images, on a des artistes qui ont déjà participé, donc il y a un nom qui existe, quoi. Donc en ce sens-là, c'est plus fluide, je dirais. Et d'ailleurs, toi, tu es dans le milieu... tu fais avec l'Oxymore justement pas mal d'interviews, tu fais aussi les one-shots, donc tu connais plein d'artistes. C'est facile justement d'aller après vers eux pour leur proposer ce type de trucs? Je ne vais pas dire que c'est facile, mais effectivement, du fait qu'on a créé des relations avec pas mal d'artistes, je pense qu'il y a une relation de confiance, qui savent qu'on va essayer de faire quelque chose de qualité, qu'il y aura de la communication autour et tout ça. Les artistes jouent le jeu. Parce qu'effectivement, c'est pas non plus, c'est pas des showcases, il n'y a pas de bouteilles qui se vendent. On essaie d'avoir un tarif abordable pour que les gens puissent venir. Et donc je pense que dans ce sens-là, oui, c'est plus, on peut discuter, quoi. Est-ce que Jalis a été facile à convaincre?
Oui, pour le coup, assez facile. Personne sympa. Répandez la rumeur, s'il vous plaît. Mais pareil, je pense que c'est un bon exemple. On a déjà collaboré sur des one-shots, on a déjà participé, enfin, on discute ensemble, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là et que je pense pareil. Je pense que tu avais vu aussi les éditions précédentes. Donc, en fait, voilà. Ouais, bah, moi j'ai été aux deux précédentes. J'ai été invité, donc toi, je suis un peu privilégié, n'est-ce pas? Non, franchement, c'était vraiment, vraiment cool. Et je trouve ça vachement bien parce que j'ai tendance un peu à dire, ouais, on est invisibilisé. Il faut savoir que moi, je suis un peu. Quand ça concerne les Antilles, je suis un peu, voilà. Un peu touchy sur ces trucs-là. Et effectivement, je suis content de me dire, ah ouais, donc la place et tout, ils font carrément une scène ouverte permettant aux artistes antillais, caribéens de s'exprimer. Et en plus, ça se renouvelle. Est-ce que toi, comme je disais à Jalis, pour sentir qu'il y a c'est le moment, est-ce que tu sens que c'est le moment de la musique urbaine caribéenne? Je sens qu'il y a un petit regain d'intérêt quand même en ce moment. C'est grâce au travail déjà des artistes il y a bien longtemps qui ont ouvert des portes et tout ça. Et plus récemment, effectivement, des Kalash, des Meryl, des Maureen, notamment pour le Chata. Là, je vois, donc il y a aussi, je pense, toute la scène des DJ qui en jouent beaucoup et tout ça et qui partagent. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais les DJ, du coup, ils partagent beaucoup de la musique et c'est un vecteur important. Et effectivement, je sens qu'en ce moment, il y a un intérêt, un petit plus, à nous d'en profiter, de travailler, de faire du travail de qualité pour que ça bénéficie à nos artistes et à notre culture pleinement, quoi. Qu'on consolide le tout et qu'on prenne les sous aussi. Hein. Oui, justement, je ne vais pas parler de sous, mais je veux dire globalement, est-ce que tu penses que, toi, Jalis, que aujourd'hui, les artistes arrivent à tirer profit de cette hype-là? Parce que moi, ma peur, en fait, je te dis, hein, je vais dire les termes aujourd'hui, je suis là pour dire les termes. Je vois beaucoup d'artistes non caribéens faire de la musique caribéenne et percer de fou, avoir des tubes malades avec nos musiques, ce qui est génial. Ça, c'est du coup, on l'a déjà dit plein de fois et tout. Mais j'aime bien demander aux artistes que je croise, est-ce que finalement, au-delà de, ok, on a Yana Kamura, on a Taeki, on a machin qui font de la musique qui ressemble à nos musiques et qui s'épèrent, est-ce que nos artistes, est-ce que toi, tu sens que ça te met en lumière, enfin, ça met en lumière nos artistes et donc toi aussi à travers ça? Oula. Alors, question compliquée. Oula. Vous avez 3 heures, n'est-ce pas? Je pense qu'il y aura toujours un petit effet boule de neige. Par exemple, si on parle de Aya avec le zouk, il y a certaines de nos anciennes zoukeuses qui ont carrément relancé leur carrière depuis. Parce que voilà, le style a été démocratisé. Cependant, effectivement, on n'est pas les premiers à bénéficier de tout ça. Et j'irai même plus loin, au-delà des autres artistes qui ne sont même pas ceux qui gagnent le plus sur notre musique. Ce sont les labels qui capitalisent le plus sur des musiques et des cultures finalement qu'ils ne respectent et ne connaissent peut-être pas. Moi, c'est ça qui me dérange. Je suis comme toi, il y a vraiment tout un pan de la musique qui capitalise sur la culture d'autrui. Mais on n'est pas les premiers, le rap c'est la même chose. C'est ça, le problème il est beaucoup plus profond et voilà, il est dans la société. Alors on va parler de capitalisme tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Attendez, si on rentre sur le capitalisme, vous inquiétez pas. Tu es là, tu es prêt. Il n'y a pas de souci, on va en parler. Non, mais du coup, moi, je me dis, aujourd'hui, tu es en indé? Oui. Ah ben, ça c'est le mot indépendance, j'aime bien ce mot. Alors, comment ça se passe pour toi? Tu gères tous les pans de ta carrière? T'as des gens avec toi ou? Alors moi je travaille avec Jovan Felsina uniquement. D'accord. Et c'est tout. Et voilà, et on est deux. Big up à lui. Big up d'ailleurs, de fou parce que c'est pas facile. Et on est à 2 pour l'instant et effectivement je reste en indépendance pour l'instant. À la fois par choix et à la fois parce qu'il faut le faire. Par nécessité aussi. Exact. Mais alors, comment ça se passe pour toi pour faire connaître ta musique, pour faire ta promo?
as des journées de ministre. Et en plus, tu bosses à côté, je crois. Exact, je fais tout. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais j'essaye. Après, je n'estime pas être, tu vois, aussi douée que les créateurs de contenu sur Internet. Oh. Très frustrant, hein, d'ailleurs, en tant qu'artiste. C'est hyper frustrant de ne pas être à votre niveau. Mais effectivement, on n'a que 24 heures par jour. Quel niveau? Alors franchement... Ça demande énormément de com. C'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, ce qu'on n'a pas en talent artistique... On l'a en bullshitage, en blablatage. Donc, c'est ça. En fait, il faut s'allier, quoi. Il faut s'allier, c'est exactement ça. C'est ça. Mais du coup, voilà, je m'occupe de tous les pans, oui. À la fois la production, la communication et la distribution. Yes. Alors, il y a Villorosa qui dit « Zoka lancer sa mot si l'indépendance est capitaliste. » C'est mort. Non, c'est pas le but de l'émission, tu vois. Mais bon, le capitalisme porte en lui les germes de sa destruction. Alors on continue. Alors, justement, donc... en indépendance, est-ce que demain, est-ce que ça permet justement, en connaissant les rouages de tout ça, que si demain tu es contacté par un label connu ou par une maison de disques, est-ce que du coup ça permet aussi de mieux capter comment ça se passe dans l'industrie, en background, peut-être faire les meilleurs choix, etc. C'est ça. Pour être totalement transparente, j'ai déjà été contactée en soi par des grands labels, mais effectivement, de savoir ce qui se passe et comment ça fonctionne nous permet de prendre des décisions plus... des décisions qui nous conviennent, surtout, c'est pas qu'il y en a des meilleures ou des mauvaises, c'est surtout qui nous conviennent. Et moi, dans mon cas, par exemple, je crois en l'indépendance jusqu'à un certain niveau, parce que à un certain niveau, tu peux effectivement négocier avec les labels et faire respecter tes intérêts, en fait. Tes intérêts et finalement ta culture, etc. Mais j'ai à cœur, en tout cas, de bien m'ancrer d'abord dans ma DA et que ma DA soit la plus fidèle à moi avant de tout diluer dans le mainstream. C'est marrant que tu parles de ta DA. Je trouve que c'est un terme que je n'employais pas assez avant. Ouais. Et tout le monde l'utilise. Ouais, mais du coup, souvent, c'est pas trop ce qu'on met derrière, mais en tout cas, c'est bien de voir que la direction artistique, on fait pas juste des sons, on crée son catalogue, on crée une histoire, des émotions aussi autour du truc. Comment est-ce que tu qualifierais, toi, ta DA aujourd'hui? Qu'est-ce que Jalis, pour les gens qui ne connaissent pas, par exemple, qui découvrent, qu'est-ce que tu donnes à travers ta musique? Je pense que dans ma musique, il y a... Est-ce que tu peux mettre un peu plus proche de le micro? Ah, pardon. Pardon, non, t'inquiète, c'est pour... Il y a... je dirais que c'est vraiment de la musique très féministe. Revendicatrice, j'essaye d'utiliser au maximum le créole tant que je peux aussi, donc cool, proche de nous-mêmes en fait. J'essaye de rester le plus proche de nous-mêmes, même dans la façon dont je vais m'habiller, me présenter. Je vais rester caribéenne, essayer d'être le maximum nous-mêmes. Et puis comme tu dis, malgré tout, on s'ouvre au reste du monde aussi et mélanger le tout en fait. C'est intéressant ce que tu dis sur l'aspect féministe parce que on voit aujourd'hui, et c'est une question aussi pour Shorty, en tant qu'observateur du milieu, c'est qu'on voit beaucoup de figures féminines sortir aujourd'hui, que ce soit même à l'international. Hein. Totalement. Dans le rap, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'offres, si on doit parler marketing, tu vois. L'offre de rappeuses, elle est assez énorme. Et chez nous aussi, je trouve qu'on a beaucoup d'artistes féminines. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que nos musiques aujourd'hui, qu'est-ce qui, pour vous, attirent autant et permettent aussi de mettre autant en avant des profils féminins? Je pense que c'est parce que, justement, tu remarqueras d'ailleurs qu'il y en a de plus en plus dans le dancehall particulièrement, plutôt que par exemple dans le trap, etc. Parce que je pense que ce type de musique-là, particulièrement, leur permet de revendiquer des choses qu'elles vont vivre dans des espaces publics comme les soirées, souvent. Et elles revendiquent énormément. Quand on écoute leurs textes, tout elles babillent en vrai. Mais c'est parce que, voilà, je pense qu'on a eu un long moment où on ne pouvait pas s'exprimer, où le seul endroit où on pouvait s'exprimer, c'était peut-être dans le zouk, avec des discours qui étaient orientés relations hommes-femmes, etc. Et là, on a un courant qui leur permet à la fois d'être elles-mêmes, c'est-à-dire rester féminines, et en même temps être revendicatrices. Et je pense que ça s'inscrit dans ce qu'on est en tant qu'antillaise. Et toi, Shorty, t'en penses? Je pense qu'en plus, dans la société, d'une manière générale, la parole s'est libérée. Donc,
Même si parfois, nous les hommes, on doit se faire se repenser, nos façons de penser, nos actes et nos actions, en tout cas, on essaye de travailler là-dessus et donc ça laisse plus de place. Voilà, quoi. Je pense que ça avance un peu, peut-être pas assez vite. Et il reste encore du chemin à faire, mais je pense que ça progresse un peu, quoi. Tout simplement, il y a un truc que j'ai remarqué. À une époque, on va dire que les mecs écoutaient du rap de mecs et que les rappeuses, il y a longtemps, je parle, étaient écoutées par un public féminin. Et aujourd'hui, je trouve que tout le monde écoute de tout. Qu'il y a les gens, l'oreille des gens s'ouvre à tous les artistes. Je suis pas vraiment d'accord, moi, parce que si tu penses au rap français, je me souviens d'une période où il y avait plein de mixtapes. Diams brûlait tout le monde. J'avoue, Diams brûlait tout le monde. C'était vraiment l'élu. Je pense aux États-Unis, il y avait Missy Elliott, elle a giflé tout le monde. Des EVE. Est-ce que vous avez remarqué le point commun entre ces artistes? Non, mais vas-y. J'amène ma lumière. C'est qu'elles avaient un look un peu masculin. Ah, oui, effectivement. Il y avait ce truc de mettre la féminité sous l'été noir un peu. C'est vrai. Pour correspondre à des codes de la rue. Parce que je pense que c'est vraiment la féminité qui est rejetée. Parce que si on pousse encore plus loin, par exemple, les hommes un peu féminins, c'est mort aussi dans le rap et dans plein de styles musicaux urbains. Donc, je pense que c'est vraiment la féminité qui est exclue du rap. Et je trouve que ça existe toujours, malheureusement. En tout cas, en France. Oui, en France. C'est vrai qu'aux États-Unis, on ne parle pas le même langage. C'est ça. C'est vrai que c'est une musique qui exacerbe la virilité, qui exacerbe une certaine forme de virilité. C'est ça. Qui parfois peut avoir ce défaut-là. Mais on voit que aux États-unis, ça fonctionne bien. En France, c'est vrai qu'il y a encore du... Oui, là, c'est tu vois... on va faire tous tes sujets là, parce qu'il y a aussi le racisme aussi en France. On va parler du racisme. Allez, on parle racisme, on parle capitalisme. Tu vois, quand tu vois des Shai, des Aya, des fois elles se prennent des trucs, tu te demandes pour quelle raison, quoi. Tu vois, donc, que des artistes masculins se prennent pas. Que les artistes masculins se prennent absolument pas. C'est vrai. Je pense qu'il y a un truc de si tu es une nana dans ce game, tu vas me dire ce que tu en penses, il faut être irréprochable. C'est-à-dire qu'il faut être la meilleure lyriciste, la meilleure performeuse, avec les meilleurs instrus. L'album doit être parfait de A à Z. Ce que tu peux finalement pas être, c'est ça. En tant qu'humain. Et il faut avoir des ventes incroyables aussi. Exactement. Tu n'as pas le droit de te rater. Et ça, c'est triste, c'est dommage. C'est fou. Et aux États-Unis, effectivement, il y a eu une vague, ça a changé les choses là-bas. Changé avec des guillemets, toujours. Il y a toujours des guillemets. Mais ici, c'est compliqué. En tout cas, dans certains domaines. Il y a les courants où on accepte les femmes et puis il y en a d'autres. Non, mais c'est clair, il y a cette question. Et puis, donc, tu parlais du racisme, il y a aussi une sorte d'assignation aussi des personnes racisées à des types de musique, des types de rap, manière de s'exprimer. Si tu sors un peu des codes, etc. Pareil, encore aux États-Unis, ils sont en avance sur nous. Tu as eu des rappeurs qui étaient un peu plus... un peu moins dans cette exacerbation de la virilité et tout, mais c'est vrai que tu as des trucs un peu assignés. C'est vrai que c'est intéressant. Et est-ce que du coup, tu dirais que le chata, ou la dancehall, est une musique plus féminine ou plus facilement féminine que les autres? Ça dépend de quel autre on parle, encore une fois. Mais je trouve en tout cas que la dancehall a depuis longtemps, en tout cas peut-être pas toujours, mais depuis longtemps laissé la place à l'expression féminine. Et pas aux États-Unis, pardon. En Jamaïque, par exemple, la dancehall a toujours été très sexuelle aussi, par exemple. Et ce sont des moyens et des canaux de libération de la femme et de la parole de la femme. Donc je pense en tout cas que le dancehall est utilisé depuis longtemps par les femmes, en tout cas. Pour se libérer et libérer leurs paroles. Quoi. Et tu parles de l'expression de la sexualité dans la musique. C'est vrai que dans le chata, on a parlé du bouillon aussi précédemment. C'est vrai que c'est des musiques où il y a une expression de la sexualité qui est très exacerbée aussi, qui peut choquer. Mais en même temps, je me faisais la réflexion. Aux Antilles, par exemple, je trouve que on a parfois du mal à parler de nos émotions, de nos sentiments, et qu'à travers le zouk, on n'a jamais autant parlé d'amour, jamais autant dit des je t'aime, machin et tout, à travers le zouk, alors que peut-être dans le quotidien,
c'était moins le cas. Et je trouve que pour la sexualité, finalement, peut-être qu'on est moins... on a moins tendance à être... il y a plus de tabous. Et là où, dans la musique, on arrive aussi à plus en parler. Tu trouves qu'on dit dans la musique des trucs qui ne se disent pas dans la vraie vie? En tout cas, concernant l'amour, moi, j'en suis persuadé. Pour l'amour, oui. Et pour la sexualité, je trouve qu'il y a des choses... Bon, je vais pas parce qu'on est sur Twitch, je vais faire attention, je vais pas me faire ban non plus. Mais je trouve qu'il y a une façon assez tellement crue de dire les choses. C'est très précis, quoi. Ouais, je vois ce que tu dis, c'est très graphique. C'est graphique. C'est graphique. Mais je le vois à la fois comme le reflet de quelque chose et l'essence qui donne le ballon à cet effet dans la vraie vie. Il y a aussi le créole en soi est très graphique aussi, tu vois. Même nos expressions, tout ça, c'est toujours des images, des comparaisons. Et donc forcément, si ça parle un peu de sexualité, ça va être graphique aussi. C'est ça. C'est vrai que c'est graphique. Après, en français aussi, on pourrait être aussi cru, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est cru. On va pas se mentir, c'est cru, c'est de plus en plus cru en ce moment. Je pense que ça s'explique vraiment par la sociologie, par plein de trucs. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, c'est pas le sujet, c'est que je pense que c'est vraiment symptomatique de quelque chose. Alors, moi, bon, mauvais, moi je dirais que faut pas se poser cette question-là dans ces termes-là. Je pense que c'est l'art. Et l'art, il va là où ça ira, en fait. Voilà, et surtout, je pense que si les artistes ressentent le besoin de aussi passer par ce côté très cru, c'est peut-être que justement, avant ça, ils avaient l'impression peut-être d'être tués ou que... frustrés. Si c'est provoquant et choquant, pour moi, c'est que c'est de l'art, ça fait partie du jeu, ça fait partie du deal. Tu ne peux qu'évoluer sur une question en provoquant la personne en face, en fait. Il y a De La Sauge qui dit un truc... Il y a un caractère performatif dans le chata qui surjoue les rôles genrés, mais c'est pas une question morale. C'est très intéressant. Je sais pas si ça surjoue les rôles genrés, mais je trouve que c'est... Autant à l'ancienne, il y avait une exacerbation de la virilité, autant maintenant, il y a une exacerbation de la féminité. Mais je pense que encore une fois, c'est l'art qui fait que tu es un peu plus extrême sur des trucs, tu mets plus l'accent sur des trucs. Oui, bien sûr, c'est aussi l'ego trip qu'il y a dans ces cultures-là. Donc, en fait, quand tu es un rappeur, tu veux dire que tu es le meilleur rappeur. Si tu dois parler un peu de virilité, tu seras le plus viril. Et pareil dans la féminité. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, voilà. J'ai eu des punchlines qui m'ont... J'essaye de ne pas dire de mots. Twitch, il faut faire attention. Non, c'est juste le N-word qu'il faut faire attention. En vrai, tu peux dire beat. Ok, ça oh là là, j'arrive dans un sujet qui a l'air très intéressant. Alors, on a Foxyel qui est là, mes amis. Foxyel, c'est une personne qui, si on parle de sociaux, si on parle d'analyse sociétale de la musique, etc., je pense qu'on a quelque chose de très intéressant qui peut sortir. Alors, Big Flo et Oli, dit l'Aristide, ou Vianney ne sont jamais provoquants, en découle une originalité faible. C'est vrai. C'est violent. C'est violent et en même temps, c'est pas original, mais ça marche. Voilà, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un certain public qui est peut-être large, peut-être des plus jeunes et tout ça. Mais une fois que, pareil, c'est sans dire si c'est bien ou mauvais, leur musique ou quoi, en fait, c'est un peu fade aussi, tu vois. Et donc, ça peut manquer... mainstream. C'est mainstream, tu vois. C'est le lisse. Voilà. Et moi, par exemple, j'écoute du rap, j'écoute toujours un peu leurs albums pour voir un peu ce qu'ils ont proposé. Mais c'est vrai que ça m'accroche pas, tu vois, il n'y a rien que... moi, je reconnais à Big Flo et Oli, par exemple, une performance technique, notamment Oli, que je trouve qui maîtrise son rap. Mais c'est vrai que dans les thématiques abordées, les sujets, je pense qu'à un moment donné, tu fais des choix et tu dis pour toucher le grand public, je fais comme ça. Et je pense qu'il y a une question d'âge aussi. Quand tu les écoutes, enfin moi, quand j'écoute, j'ai l'impression qu'ils éduquent des adolescents sur des sujets. C'est ça. Ils aiment aborder des sujets politiques, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils éduquent des adolescents, en fait. Donc j'ai l'impression que leur cible aussi... elle est différente. C'est ça. Y a De La Sauge qui dit encore, moi je dis un bon rap c'est toujours un peu misogyne. Ah bon? Moi je suis pas d'accord. Moi non plus. Moi je pense qu'il y a plein d'exemples de très bons rap où on n'est pas dans la misogynie. D'ailleurs, pour être de l'autre côté, il y a des très bons rap où la moindre phrase misogyne nous blesse en fait, tu vois. Moi qui écoute énormément de rap, je suis une très très grande fan. C'est vrai qu'il y a des très bons morceaux, mais c'est pas grâce à leur misogynie, quoi. Alors faut savoir que moi je suis un très grand fan de Caris. Tu vois. J'écoute du Caris vraiment matin, midi et soir. Et récemment, j'ai réécouté Bison. Violent. Hein. J'ai réécouté Zo et tout. Et
compliqué. Compliqué. En même temps, moi, je fais comme si de rien n'était, tu vois. Ouais. Mais tu vois, ça montre qu'en quelques années, quand même, on a un peu, on s'est un peu reprogrammé, voilà. Ouais. C'est vrai. Effectivement, ouais. Et du coup, t'apprécies différemment. Moi aussi, hein, j'ai hors noir. On l'a tous saigné hors noir. Mais aujourd'hui, je grimace un peu plus. Pareil, je suis grande fan de Booba. Il y a des morceaux de Booba où je grimace parce que ça me fait chier maintenant. Tu vois, tout le reste de la chanson est bien, mais cette phrase-là, t'es en mode... Mais bon, c'est comme ça, la société, elle évolue et la musique, elle a été faite à un moment donné et peut-être qu'il n'y a pas forcément toutes les clés c'est ça. Aussi. Ou surtout, il n'y avait pas... Enfin, ça n'était pas un problème. Ouais. Comme c'était pas un problème, personne n'allait attraper ton col à cette époque-là. Donc tu le fais. C'est le sentiment d'impunité aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, quand tu écris tes chansons, tu penses à tout ça? Tu dis... Tu veux te venger, tu veux blesser les hommes. Tu veux blesser les hommes, ouais. Non. Je pense que j'arriverai jamais au même niveau. Ouais. Mais non, je n'essaye pas de me venger. J'essaye plutôt d'exprimer du coup ce que ça me fait parce que en fait, finalement, le féminisme n'est qu'une réponse. Donc, oui, je pense à tout ça, évidemment. Et ce que j'essaye de faire, plutôt, c'est pas me satisfaire moi, mais c'est plutôt de créer dans la culture des morceaux, au moins, où des jeunes filles pourront écouter et ne pas se sentir insultées. C'est déjà beaucoup, parce qu'il y a une époque où c'était insulte à chaque morceau. Donc, j'essaye juste de créer l'espace qui permettra à celles qui ont besoin, des fois, de respirer, d'aller respirer. Super intéressant. Je me demande, justement, est-ce que... il y a un peu, on parle de féminisme, du coup, moi, je rentre. On est dedans, là. Est-ce que tu dirais qu'il y a de la sororité alors, sororité, pour les gens qui ne savent pas, c'est en gros le fait de créer des espaces safe entre femmes pour s'aider, s'écouter, etc. Est-ce que tu dirais qu'entre artistes féminines dans ces milieux, il y a ce sentiment de sororité? Est-ce que ce sont de l'entraide? Il y a du... Je suis très contente de dire que oui. Je suis très très contente depuis les dernières années là, avec toutes les chanteuses qui ont paru dans le dancehall. Je suis ravie de voir que on est dans la même démarche. Je pense que c'est générationnel en fait, mais on est dans la même démarche de se soutenir, de s'apprécier quand on se rencontre. On se parle sincèrement, on se félicite sincèrement et je pense qu'on se serre les coudes parce que tout au début, tu sais, on essaie de nous monter les unes contre les autres. Tu trouves ça? Oui, je trouve parce que déjà, on a un peu dans notre culture l'idée il y a un seul qui va péter. Il y a une place. Il y a une seule place pour tout le monde. Ouais. Donc déjà, c'est pas une meuf. Mais alors, quand il y a des filles qui arrivent, on va te dire, déjà que t'as pas beaucoup de chance, il faut que tu sois la seule des filles, etc. Et histoire d'être peut-être deuxième ou troisième, tu vois. Et je suis contente de voir que tout le monde évolue et grandit en se disant non, on va toutes se serrer les coudes parce que c'est difficile aussi. Tu te rends compte au final que... Enfin, quand tu vis des trucs, tu te dis en fait, toutes elles vivent ça. Et c'est peut-être même pour ça qu'elles sont renfermées, plus sauvages. On dit qu'elles se la pètent, tu sais. Mais c'est aussi ça. C'est se protéger un peu. C'est ça. Mais je voulais juste confirmer que de l'extérieur de la sororité, c'est l'impression que j'ai aussi. Et hier, j'ai rencontré une journaliste qui s'appelle Dolores Bakela et qui me parlait de ça, du fait que par exemple, Maureen n'hésitait pas à parler de Chrissy, Chrissy et Shannon qui font des shows ensemble, qui ont joué un peu le faux clash et tout. Voilà. Parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait deux chanteuses de chata. Elles ont utilisé un peu ce que les gens attendaient, d'une petite guerre qu'ils attendaient. Que le public attendait et en fait c'est l'impression que j'ai aussi quoi. Là où peut-être sur la scène nationale on peut reprocher à certaines artistes en avant de pas mettre en avant d'autres artistes féminines et tout ça et j'ai le sentiment aussi un peu de l'extérieur de cette sororité que ça se passe mieux chez nous. Je ressens ça aussi sur la scène US où malheureusement on joue beaucoup sur le truc de la Chosen One, tu vois. Genre, c'était Nicki. Après, Cardi est arrivé, il y a eu Clash Nicki Cardi. Et puis, il y en a une autre qui arrive, ça rentre en Clash. C'est savoir qui aura le spot de la rappeuse. Et je trouve ça un peu dommage pour un pays où, justement, qui ont tellement fait en sorte qu'il y a plein de rappeuses, de jouer encore ce truc classique de... est-ce que ce sera Megan? Est-ce que ce sera Cardi? Est-ce que ce sera Lato? Tu vois, quand on parlait de trucs générationnels, c'est que je suis très très fan de Nicki, mais il n'y a que Nicki qui, en vrai, essaye de lutter pour cette place de la Chosen One, comme tu dis. Mais en vrai, justement, toutes les générations en dessous, Cardi, Megan, tout ça, elles sont toutes copines finalement. Ah ouais? Elles sont toutes copines, Lato, enfin toutes sont copines. Et c'est plutôt les anciennes justement qui gardent, je pense, cette mentalité. Logiciel, exact.
C'est fou, hein. Parce que enfin, mais je pense qu'elles ont été formées dans un monde où il n'y avait qu'une seule place, quoi. C'est ça. J'ai vu que ça parlait à un moment donné de Foxy Brown, etc. Est-ce que toi, tu as des modèles dans la musique Oui. Dans la dancehall, je pense il y a quelqu'un qui a marqué Cécile, etc. Est-ce que toi t'écoutais des chanteuses Oui. Bah, toutes celles-là déjà dont tu as parlé. Bon, Foxy Brown et tout, un peu moins évidemment. Moi, ma rappeuse à moi, du coup, c'est Nicki. Je suis née dans les années 90, donc c'est Beyoncé, Nicki et Rihanna. De base. La Trinité. Exactement. Et bien sûr, il y a toutes les chanteuses de dancehall, que ce soit Cécile, Spice, etc. Shensia en ce moment. Je suis énormément les femmes. J'essaye de trouver... à chaque fois que je trouve un pays ou un style musical, j'essaye de trouver les femmes des courants. C'est ça. Comme quoi c'est sorti tout seul, je suis désolé. C'est vraiment sorti comme ça. Pardon. Quelqu'un dit Solange aussi, bien sûr. Solange Knowles. Alors Solange, c'est compliqué parce que c'est pour les gens qui ont de la sauge chez eux, les gens qui écoutent du... La personne s'appelle de la sauge. Ouais, c'est ça. Tu écoutes peut-être un petit vinyle d'Erykah Badu. Voilà, tu vois, tu mets les Doc Martens. Trop ça. Trop ça. Ouais. Donc oui, énormément d'influences féminines. Même en France, vous parliez de James, très très grande fan, évidemment. Et puis très récemment, Shai, etc. Enfin... Ouais. Donc je suis très fan des femmes en général dans tous les styles musicaux. Je les trouve très créatives. Et voici le nom de l'épisode, fan des femmes. Voilà, exactement. Et toi, Shorty, t'as un peu des... En fait, moi, l'artiste dont je suis fan, mais qui est... l'artiste féminine dont je suis fan, en fait, va un peu confirmer le fait que c'est quand il y a un style masculin et tout. Mais non, c'est Kazé, pour moi, c'est... elle est au-dessus de même plein de rappeurs français. Oui, bien sûr. Mais effectivement, ça confirme. Je réfléchissais pendant qu'elle répondait, mais effectivement, ça confirme... c'est plus facile d'accepter. Voilà. J'aimerais beaucoup recevoir Kazé... dans le Moicast. Moi aussi. C'est très important que Kazé entende ça et qu'elle vienne dans le Moicast parce que c'est incroyable ce qu'elle fait. Et j'écoute beaucoup chez moi. J'écoute tout en fait, ce qu'elle fait. Donc, et elle a un nouveau concept musical. Ouais, d'accord. Okay. Avec il y a Célia Wa, Sonia Troupé, tout ça. C'est ça, exactement. Donc voilà. Alors je regarde un peu ce qu'il se dit. La fierté, tu avais écrit au contact que je t'avais donné. Oui, parce que Circael, il faut savoir que Circael, c'est quelqu'un qui a des contacts et pas loin. Peut-être quand j'aurai percé, ce sera mon attaché de presse, il est journaliste, c'est syndicaliste et tout, mec hyper voilà. Et Circael a le contact de Kazé. Et peut-être que ça va se faire. Il faut caser chez l'Oxymore et Moicast. D'abord Moicast et après l'Oxymore, si tu veux. Et elle reste jamais dans son confort pour caser, c'est top. Ouais, franchement, c'est stylé. C'est stylé de ouf. Je lisais le chat en même temps, pardon, excusez-moi. Et moi, c'est Missy Elliott. Par ma mère. Alors ma mère m'a initié. Tu confirmes un peu. Même si Missy, au final, c'était des textes quand même, elle parlait de ça. On est d'accord, parce qu'en vrai, elle est super sexuelle et crue dans ses textes. Oui, bien sûr. Oui, mais elle avait le style, tu vois, elle était au tout début. Elle avait un style quand même, c'était quand même du large, du baggy, du tout ça, tu vois. Mais c'était aussi par rapport au body shaming, tout ça, pour pas se faire emmerder. Comme elle était un peu plus ronde, il fallait avoir un certain style. Dernièrement, il y a Lenny qui a partagé sur Twitter un clip en rappelant que c'était 99. En fait, tu prends la gif du clip toujours, en fait. Et c'est un truc de fou. 25 ans après, les clips, c'est vrai. Et je me rappelle encore quand c'était sorti, la gif qu'elle avait mis à tout le monde. Il me semble que c'est Hype Williams qui co-réalisait ces clips. De toute façon, tous les trucs flashy comme ça, c'était Hype Williams. Et d'ailleurs, je me suis pris aussi une claque avec les clips de Busta Rhymes de l'époque, Gimme Some More et compagnie. Et en fait, tu pouvais mettre une sorte de filiation entre les clips de Busta Rhymes et Missy Elliott. C'est vraiment... C'est comme si c'était la suite l'un de l'autre. C'est fou, hein. Ouais. Et donc concernant je fais une petite pause. Circael, Gère, c'est toi qui as les contacts. Moi, je suis OP. Donc voilà. L'Oxymore, Kazé, Moicast. Attends. Déjà, moi, j'ai commencé à dire pour les flammes, peut-être faire un truc. Ouais, on va parler de ça en off. Ouais. Mais d'ailleurs, attends, on va parler des flammes vite fait. Ouais, pas de souci.
trop bien, depuis que ça a été créé, donc l'année dernière, il y a cette catégorie musique caribéenne ou d'inspiration caribéenne. Exactement. Ça, c'est dingue, on n'avait jamais eu un truc comme ça. Oui, c'est super. Même au Victoire de la musique, il n'y a pas un truc pour les Antilles. Du coup, les Flammes ont été créées un peu pour ça. Et donc, je pense que les équipes, à savoir Yard et Bouscapé, sont dans cette dynamique, justement, d'inclusion. Aussi bien de genres musicaux, de territoires, et en gros un peu tous ceux qui étaient considérés comme des sous-cultures d'analphabètes, je ne vais pas lui donner de publicité. Les sous-cultures d'analphabètes. Ouais, et du coup, eux, ils veulent valoriser ça, et donc dès l'année dernière, il y a eu la catégorie. Ouais. Et pour être un peu plus juste dans cette catégorie, cette année, ils ont créé un collège de votants dont je fais partie. Ouais. L'année dernière, j'étais dans le jury qui participait aux décisions finales. Ouais. Cette année, j'ai fait partie donc, de ce collège de votants. Alors, je ne vais pas citer pour ne pas oublier, mais Losso de la Guyane, Valériane, Edmond Mariette, Skyzo, Patrice Wizard de Hit Local, Loïc Gontier de La Réunion, etc. Ouais. Et en fait, ça a permis d'avoir un œil sur, plus juste, on dira, sur ces musiques caribéennes. Parce que, évidemment, quand les présélections se font avec 100 médias, mais que ce sont 100 médias de rap français hexagonaux, entre guillemets, forcément, ce sont les artistes qui connaissent qui vont passer. Bien sûr. Et du coup, ce système, pour moi, est un peu plus juste. Et je suis content de ça. J'encourage Yard et Bousca à continuer dans cette lancée. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'on espère que l'année prochaine, dans Album de l'année et tout ça, il y aura encore nos artistes. Parce que Maureen fait partie, je crois, des artistes féminines de l'année. Et Meryl aussi, et Meryl a une autre révélation scénique. Donc, on commence à intégrer, bien sûr. Mais il faut qu'on prenne encore plus de place. Mais pour ça, ce n'est pas qu'au niveau de cette cérémonie, c'est au niveau de l'industrie caribéenne totale, la production, les bookers, les artistes eux-mêmes. De se faire connaître. Voilà, exactement. C'est ça, c'est aussi ça, je pense, le déficit qu'on peut avoir pour le moment, c'est de la visibilité en fait, de nos artistes, faire sortir les pépites qu'on a et les faire monter. Mais cette visibilité, malheureusement, découle d'une structure qui n'est pas encore bien formée et qu'il faut qu'on travaille tous à solidifier, tu vois. Et c'est vraiment créer une industrie, mais que même des artistes qui, entre guillemets, ne brillent pas encore de mille feux, mais qu'ils arrivent à avoir une économie, soit par le stream, par le fait de s'inscrire vraiment à la SACEM. Beaucoup d'artistes ont des millions de vues YouTube, mais ne sont pas inscrits. Ils font des showcases, ils font des trucs. Et en fait, forcément, au bout d'un moment, ils s'essoufflent parce que les revenus ne viennent pas. Ils n'ont pas l'économie, en fait tu peux être frustré, tu peux simplement avoir besoin d'avoir un travail alimentaire pour payer ton loyer, même si tu aimes toujours la musique, et en fait c'est compliqué. Et des artistes qui font 1 million de vues sur YouTube, en fait, en vrai, s'ils étaient à Paris et qu'avec l'échelle de la population qui écoute, etc., ils auraient été peut-être à 5-6 millions de vues, ils auraient peut-être déjà attiré l'attention de labels, ils auraient eu des moyens, etc. Enfin, cercle vicieux qu'il faut qu'on transforme en cercle vertueux. Ah oui, voilà. Oui, d'accord. Excuse-moi, j'ai cru que j'avais pas vu, j'avais pas la vision, j'avais pas vu où tu allais. Pardon. Et oui, tout à fait. Et toi, en tant qu'artiste, cet aspect, on parle SACEM, on parle, on va dire un peu logistique, un peu autour de la gestion de sa musique, de ses droits et tout. T'as senti que t'as appris, tu t'es formé à ça? On apprend sur le tas, on se forme sur le tas. D'ailleurs, je ne suis pas la mieux formée, donc heureusement que j'ai Jovan. Parce que c'est chiant, il y a beaucoup d'administratifs, mais il faut le faire, il faut le connaître, surtout pour qu'on ne Enfin, déjà pour que tu puisses retirer le maximum de ta propre musique. Et voilà. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une sorte d'accompagnement, un truc pour les artistes, un truc qui n'existe pas encore aujourd'hui Bien sûr, on ne dit pas non, il devrait y avoir des endroits pour former des vrais managers, des vrais producteurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs dont on manque aux Antilles, de l'édition, etc., etc. Donc il manque
énormément de structures et donc il faut que les gens se forment. Ben, je salue quand même, je crois qu'il y a la Casa Artiste il y a des gens qui font quand même des moves dans le sens de la formation. L'Oxymore même, on a essayé de faire des live talks, on a essayé d'avoir des professionnels pour au moins mettre le sujet sur la table. Je ne dirais pas que c'était de la formation pure, mais un petit peu partager l'info et voilà. Oui, parce que je trouve qu'il y a des fois, les gens ils ne savent même pas que ça existe. C'est ça. C'est l'idée même de savoir qu'on peut se former, qu'il y a des métiers, qu'il y a des choses à faire. Et ce matin, j'ai rencontré un avocat. C'est un avocat pour une salade. Non, voilà, j'ai voulu faire une vanne pas drôle. Hein. Maître Jim Michel Gabriel, qui est guadeloupéen et qui travaille dans la musique. Et je discutais avec lui du fait que même des artistes devraient savoir, avant même d'avoir un premier contrat, en fait, que même ne serait-ce qu'une lecture par un avocat, des choses comme ça, et ça peut-être éviterait des problèmes et de la frustration, encore une fois, ou de bloquer, ou etc. Et je pense que ce serait bien d'avoir au moins l'information que ça existe et que ce serait bien de le faire. Alors, je pense que le message est clairement passé. On est un peu sur l'aspect un peu business. Moi, j'aimerais revenir sur l'aspect un peu plus artistique et l'aspect plus émotionnel de la musique. Tu as dit à un moment dans l'interview que tu écrivais... oui, ce que je retiens tout. Tu as dit que tu écrivais principalement en créole. Tu faisais tout pour écrire en créole. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? Comment tu fais pour maintenir ça, pour le faire correctement? Tu veux dire, est-ce que c'est difficile pour moi d'écrire en créole? Ouais. Non, parce c'est naturel. Non, parce que Maquet créole, parce qu'on peut tous, comment dirais-je, il y a écrire créole et écrire dans un créole châtié. Et est-ce que... Tu te demandes, est-ce que j'écris bien créole? Pas du tout. Voilà. mais c'est pas pour une critique. Hein, c'est globalement, l'écriture du créole, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose de compliqué en vrai. Même déjà parce que la base, notre pratique du créole, en vrai, je vais pas mentir, on mélange beaucoup de mots, de nanana et tout. On n'est pas très rigoureux, on n'est peut-être pas toujours assez rigoureux. Mais non, genre, je l'utilise beaucoup parce que déjà, ça vient naturellement, effectivement. Vu le type de musique en plus qu'on fait, c'est vrai que ça me vient beaucoup plus naturellement. Quand j'écris un texte de rap, tu vois, je vais plus naturellement aussi aller vers du français. Mais voilà, c'est parce que c'est ce que j'ai écouté, etc. Mais j'essaie d'en faire quelque chose de moderne, surtout. Moi, je mélange le créole à beaucoup d'anglais, des nouveaux mots d'argot français, etc. Je le rends moderne. C'est marrant parce que tu vois, parce qu'en vrai, en tant que citoyenne française, tu fais de la musique française. Tu vois. Et justement, j'avais parlé d'un truc, parce qu'il y a Aya Nakamura qui a eu ce fameux, on a parlé vite fait, ces fameux backlash des Cisra, enfin des Français, quoi. Et donc, sur le fait qu'elle écrivait pas en français, parce qu'elle utilisait de l'argot, qu'elle utilisait des mots et tout, machin. Quand t'entends ça, enfin, moi, ça m'a un peu surpris, parce que je trouve que l'argot, ça a toujours fait partie de la musique urbaine, tu vois. Ça a toujours fait partie du français. Et du français. Une langue qui n'évolue pas et qui n'a pas d'apport régulier, c'est une langue morte, c'est tout. Hein. C'est le latin et les langues vives, tout simplement. Donc, ça fait déjà au moins 20 ans qu'il y a eu du verlan, il y a eu des trucs, il y a eu des modes qui ont disparu, heureusement. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que c'est peut-être pour ça aussi qu'on a parfois plafond de verre? Est-ce que c'est parce qu'on devrait faire plus de musique en français, dans un français de Vianney, tu vois? Non, parce que pour moi, c'est un faux débat. Pour moi, c'est un faux débat. Je pense qu'il y a un problème, un plafond de verre, mais c'est par rapport au fait qu'on considère les Antillais comme des gens extérieurs et que si tu as dans ton label un Antillais, ça va, et enfin, ainsi de suite, quoi. C'est plus à ce niveau-là. Sincèrement, même moi, à mon grand âge, je comprends pas bien les sons de rap américain que j'écoute. Le mumble rap, c'est peut être compliqué. Encore moins. Et je sais pas, moi, si on pense à, comment il s'appelle là, le truc coréen. La K-pop? Enfin, déjà, oui, ça fonctionne, on comprend pas, mais il y a eu le tube, là, le mec avait. Ah, Gangnam Style. Voilà. Ah ouais, avec il a fait le truc là. Et tu vois, on sait même pas de quoi il parle, ça se trouve, il disait des dingueries. Bah ouais. On sait même pas de quoi ça parle, tu vois. Donc, ça reste de la musique. Et je voulais revenir sur le créole, français, etc. Je pense que les Antillais, en tout cas, qui ont vraiment grandi aux Antilles, même notre français
est déjà créolisé de par les différentes expressions qu'on va utiliser, comment on va écrire. Je porte une gamme. Donc moi, par exemple, et tu vois, je suis pas un mec très créole. Et quand j'écoute de la musique, en vrai, je fais pas attention. Je me dis pas, il est créole. Si je rentre dans une analyse, qu'il y a une interview, il y a un truc, je vais y réfléchir. Mais en soi, ça reste de la musique. Donc, comprenant français et créole, je me pose pas de questions. Et je pense à Pont de Mike, qui pour moi, il rappe beaucoup en français, mais il a toujours ses expressions, ses trucs, son accent, et tu sais d'où il vient, tu vois. Et tu sais d'où il vient. Et pour moi, ça reste un des gars les plus forts dans le rap créole, et il chantait en français, tu vois. Mais tu vois, par exemple, il y a eu récemment sur Twitter un gars, là, le potager, qui avait dit que Gâteau... Tu vas à tout prix me mettre dans la sauce. C'est une sauce? Parce que comme le gars, il n'est pas, pas non plus... voilà. Bon, bref, c'est juste que j'essaie de ne pas être trop négatif. D'accord. C'était totalement raciste. Voilà, je vais juste aller globalement sur le large. Je ne vais pas nommer de nom, c'est trop tard, mais bon. Mais c'est un bon exemple, en tout cas, du fait qu'en fait, il considère en fait, que c'était une langue étrangère, que c'est un débile, l'associer à un mongol et tout. Le youtubeur, là, c'était d'une mauvaise foi. Total. En fait, il n'était pas sympa. C'est ça aussi le souci. Mais à la limite, il aurait dit son bail, mais le fait qu'il y avait un côté vraiment méprisant. Bah oui, mais encore une fois, c'est parce que c'est un noir créolophone. Donc en fait, il y a un mépris de base. Donc en fait, c'est du charabia. Je me rappelle à l'époque, il y avait le son de Nesbill. Il avait invité Débrouillat. Et les gens avaient dit dans les commentaires, c'est le diable de Tasmanie, tout ça, etc. Tu vois, parce qu'ils comprennent pas, quoi. Mais c'est fou parce que, encore une fois, tu le disais, il y a les mecs qui écoutent du rap US. Me fais pas croire que les gars viennent tous du Bronx. Tu vois, les gars ils comprennent pas forcément tout. On écoute des musiques de partout. La culture américaine parce qu'on nous a tabassé avec. C'est ça. Mais nous, c'est tout ce qu'on est qui ne comprennent pas. Au-delà de la langue, c'est vraiment, on est un peu les arriérés. Ils comprennent pas. C'est Balou qui m'avait dit un truc comme ça. Il m'avait dit que quand il était plus jeune, il y avait un côté, ça m'a fait un peu chier quand il a dit, mais en fait, il avait raison, que pour les gens, les Antillais, c'était un peu des bouffons, quoi. Genre, comme si notre manière de parler, notre culture, etc., c'était d'une sous-culture française qui n'était pas vraiment assumée. C'est exactement ça, et je pense que c'est plus ça le problème que le créole en soi, par exemple. Pour revenir au truc de tout à l'heure. Yes. N'hésitez pas, les amis, si vous avez des questions. On va pas tarder à être au moment où vous pouvez poser des questions. S'il y a des modos dans le chat, il me semble qu'il y a des modos. N'hésitez pas à garder les questions. Comme ça, on pourra les remettre dans le chat, qu'on puisse y répondre. Pour répondre au chat, en fait, il y a un YouTuber blanc qui avait dit, en gros, qui avait fait une vidéo sur la carrière de Booba. Et qui avait dit en gros que Gâteau était nul et qu'il était débile et qu'il l'avait comparé à un singe, non? Un truc. Non, mais il avait dit puis il avait dit qu'il le menaçait avec une arme. Il avait comparé à un autre. En plus, c'est validiste, c'est pas bien. En plus, c'est validiste. Et en fait, c'est juste parce que le gars avait un couplet en créole. Et pour le coup, c'était en plus un des meilleurs sons de Gâteau, je crois. Oui, le Pinocchio. Exactement. C'était sur Pinocchio. Qui est un banger. Exactement. Qui est un banger. Gâteau avait fait un gros son. Et donc voilà, c'était ça l'histoire. Et les gens dont Balou lui étaient bien tombés dessus. Ça fait plaisir. C'était mérité. C'était un plaisir. Un régal. Franchement, je me suis régalé. Et ça fait suite à la chronique de Spleen. Ah ok, je sais pas. C'est le meilleur couplet de Pinocchio. Ouais, mais comme les gens sont de mauvaise foi. Pas, hein. Non, Damso. Merci, je voulais pas le dire. Damso, Ken. Alors le book Ken, 100% respect et tout, hein, mais Damso, il avait choqué tout le monde. Hein. Ouais. Moi, je me souviens encore de la première écoute. J'ai bugué, j'ai dit c'est qui. Mais pareil. Moi, je connaissais pas. Mais c'est qui ce grand échalas qui arrive comme ça et qui dit des grossièretés magnifiques. Magnifique. Ah oui. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très poli dans la vie, mais j'écoute que des insanités. Ok. J'écoute le rap le plus sale qui existe. C'est ça l'équilibre. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, alors, pour terminer sur la partie interview, puis on va laisser peut-être un peu de temps pour des questions si vous en avez.
Donc, Jalis, ton prochain move, c'est la scène l'Oxymore. Comment tu prépares ça? Est-ce que t'es... Moi-même, je sais pas encore. On n'en a pas encore parlé. On n'en a pas encore parlé. Ah ouais, d'accord. Donc, alors, comment tu envisages le truc? Est-ce que c'est un truc qui... T'as un peu de stress qui monte ou la joie d'être sur scène avec le public? Non, absolument. Je suis stressée parce que c'est une scène de 30 minutes. Je me trompe pas, Shorty. C'est ça. Et j'en ai pas encore fait pour de moi toute seule 30 minutes à remplir et où il faut ambiancer les gens, faire kiffer, partager aussi avec les gens. Donc j'ai très hâte de m'exercer d'aller vers cet exercice, mais je vais m'entraîner, je me fais un petit programme là en ce moment. Ah ouais. Moi j'ai hâte de voir ça. Et puis même préparer un petit show, il faut le cardio pour le cardio. Déjà rien que pour Bad Barbie, il faut du cardio. Alors imaginez 30 minutes. Et puis proposer un spectacle aussi. J'aime bien l'idée que les gens puissent vivre un petit moment, une expérience. Donc, essayez. Alors, tes derniers sons, c'est Bad Barbie et Lambi. Lambi, exact. Est-ce que tu as des trucs qui vont sortir? Est-ce qu'il y a un projet un peu plus d'envergure qui est en vue ou... Alors, pour tout le reste de l'année, pour l'instant, je vous dis rien. D'accord. Mais en tout cas, j'ai décidé cette année d'être productive au possible. Donc, je serai présente toute l'année. Ok, d'accord. Donc, on va suivre ça. J'espère. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour le futur? La réussite toute l'année, me souhaiter de kiffer aussi. Ouais. Non? Ouais. C'est pas toujours kiffant, donc de kiffer cette année avec vous et puis d'être de plus en plus suivi et comprise et écouté. Voilà. Exactement, on va le faire. Shorty, toi, ton côté... Du coup, je vais rappeler que c'est un concert avec d'autres artistes. On va parler d'eux. Donc, il y aura Despy et les Will qui sont aussi sur une grosse année et qui représentent aussi la Martinique et les Antilles en général en ce moment. Ils étaient dans les 10-11 à suivre de Bouscapé, qui est un bon petit label, on va dire, en début d'année. C'est quelque chose qui est suivi et qui a une valeur. Il y a Maïzi qui est de la Guyane. C'est important aussi pour moi de mettre aussi en avant les artistes guyanais qui souffrent un peu d'une double isolation, puisque ils sont avec nous, entre guillemets, dans les Antilles Guyane, mais ils sont aussi loin de nous et qui souffrent beaucoup de visibilité alors qu'il y a des artistes très bons. Surtout, ils ont un style propre de dancehall. Et donc voilà, ça me fait très plaisir. J'aime beaucoup Maïzi. Et il me manque Mata, du coup, qui a déjà fait ses preuves aussi. Lui, il a déjà eu son succès et tout, donc ça m'a fait plaisir de le mettre. Moi, j'étais surpris, juste pour Mata. Moi, je pensais qu'il avait beaucoup de succès chez nous. J'étais surpris de voir des gens, des Français de l'Hexagone qui écoutent juste du rap et me dire ouais Mata machin. Donc j'étais surpris agréablement. À un moment, disons un peu avant le 2020, il avait déjà commencé à faire pas mal de bruit avec ses freestyles et tout. Et je pense que tout le monde a vu le potentiel. Carrément. Et c'est le premier one shot aussi, c'est Mata. Et, tout à fait. Et jusqu'à aujourd'hui, il a un gros score. Je crois ils sont à 2-3, genre dans les 500 000 et il est dedans, quoi. Et puis pour reparler du Skyrock de Meryl. Qui avait fait le oui, parce qu'il a parlé de Bambi. Je pense que la France aussi l'a entendu de là. Ouais, carrément. Et donc voilà, donc c'est un très beau plateau. Et c'est 25 € seulement. Donc pour tant d'artistes de qualité. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est donné. Voilà, je trouve que c'est moins donné. On n'est pas payé, on n'est pas payé. C'est moins cher que gratuit. Je trouve que c'est donné. Mais je trouve que c'est donné. Et on passe un bon moment. Et en plus, il y a eu des early birds à 15 €. Putain, c'est fou. Si vous êtes abonné à l'Oxymore et tout ça, vous avez les infos pour les prochaines éditions éventuelles. Mais voilà. Je voulais aussi remercier Debs Music Studio et le restaurant Zinga. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'ils sont partenaires. On est allé goûter avec Yanis. Zinga, c'est très très bon. Je trouve vraiment que c'est un excellent beau kit. Alors, je sais pas, parce que moi je suis pas partenaire, donc il n'y a pas de publicité. Les amis, alors, moi je suis en partenariat, mais j'aurais pas été. Moi je suis pas. Non, mais c'est pas moi. J'aurais pas été aussi élogieux. On a goûté. C'est très très bon. C'était vraiment très très bon. D'accord. Ça veut dire qu'ils vont faire le catering de l'événement ? On
on en discute. Ah, on l'espère, on peut espère. réserver un menu pour Jalice. On en discute. Alors, il y a Joey qui pose une question et qui dit « Ce genre de scène est aussi bien pour progresser en scène live. On a vu des gens passer de studio à des grosses scènes de première partie et des scènes plus petites comme l'Oxymore. C'est aussi cool pour ça. » J'ai pas bien compris ce que je... Ouais, j'ai pas bien compris, mais ça, on dirait que c'est cool, il a dit. Donc, c'est cool. Ouais. C'est cool. Tant Merci. qu'il a dit que c'est cool, C'est cool. Il a dit c'est cool. Je suis désolé, j'ai peut-être mal compris la question. Désolé, Joey. On a déjà la place, t'inquiète. En face de Jaja, c'est le lobby. Vous êtes le lobby de tout à l'heure. C'est ça. Ça va sans moins Zinga Chanty. Il n'était pas disponible vendredi. Ouais, Vendredi. moi j'étais disponible, c'est pas grave. Alors, donc les amis, balancez si vous avez des questions. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, mais je pense toujours que vous en avez. Ça permet de progresser étape par étape, disons. Ah voilà, ce qu'il voulait dire, ok, que le fait de faire de plus en plus de scènes, faire des 30 minutes, etc., ça permet de... Absolument. Et c'est pour ça aussi que je suis très fière, très contente d'avoir été réquisitionnée. Réquisitionné carrément. Et moi aussi, je suis content en fait de... Qu'est-ce que vous pensez de Bob Marley ? C'est qui Bob Marley ? Je réponds à ça, mais je voulais dire que je suis très content de participer à ça. Donc là, en l'occurrence, on a un plateau d'artistes plutôt avancé quand même cette fois-ci. Ouais. Mais les éditions précédentes, on a eu des artistes qui ont fait leur première scène. Je pense à Mirai Renji qui est chez Maison Caviar ou à Ski. Et donc c'est aussi une fierté de participer aussi à ça. C'est ça, je n'osais pas trop le dire, je sais pas comment le dire, mais en fait j'ai l'impression vraiment que sur la composition de la scène, il y a eu des choix un peu plus... c'est pas mainstream. Ouais, mais c'est parce qu'ils vont trop vite. Jalice a commencé à faire beaucoup de bruit cette année, tout ça. On est sur des personnes plus confirmées, ouais. Ouais, on est sur des personnes plus confirmées pour cette édition. Et aussi, là, c'est peut-être plus technique et plus de détails, mais sur les 2 premières éditions, il y avait en gros 5 artistes. Ouais. Mais ça donnait moins de temps. Enfin, on était un peu pressé à la fin et tout ça. Et pour que ce soit plus fluide, plus confort, on a légèrement réduit. Et pour aussi donner plus d'espace à DJ Greg aussi à la fin, parce qu'on voyait que les gens voulaient un peu rester danser, parler, puisqu'il y a une excellente ambiance sur l'événement. Tout le monde est cool, on discute et tout. Donc on a essayé un peu de rendre ça plus confortable aussi à ce niveau-là. Trop bien. Trop bien. Il y a Reynard de Resca qui dit « Je vais goûter les moquis juste avant l'Oxymore on stage. Voilà comment on va se passer une bonne soirée. » Il y avait quelqu'un qui demandait pour Bob Marley. Donc du coup, moi je connais pas. Ouais, Bob Marley, c'est un rappeur qui évolue sur la scène en vrai du rap français, mais c'est un Guadeloupéen. J'ai fait une interview avec lui en novembre qui a dû sortir début janvier. Ce que j'ai aimé dans sa musique, c'est qu'il fait partie un peu d'une nouvelle scène un peu sur le rap français. Ouais. Mais par contre, il n'y a aucun de ses morceaux où il ne fait pas de référence à la Guadeloupe. Ouais. Et voilà, mais entre le moment où moi je l'ai découvert et j'ai commencé à discuter avec lui, il a déjà feat avec Aketo. Il a fait même un mini EP avec Aketo. Il a fait aussi avec Rimka du 113. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, il a fait son petit bonhomme de chemin. Son petit bonhomme de chemin tranquillement. Lourd. Interview disponible sur la chaîne YouTube de l'Oxymore. Alors, c'est comment de participer à la première scène de certains jeunes artistes? Alors du coup, ça, je pense que je peux y répondre aussi dans le sens où quand je suis allé, moi, au Oxymore on stage, il y avait justement des artistes qui faisaient leur première scène. Et je trouvais ça vraiment très émouvant en tant que spectateur de se dire aujourd'hui j'arrive là, peut-être que dans 2 ans mec il fera Bercy, tu vois. Et tu te dis ah ouais, en fait c'est le moment. Voilà, je fais ça pour avoir des invites dans 2 ans. C'est ça. Mais super cool. En fait, ce qu'il y a de bien et que j'ai trouvé dans les 2 premières éditions, c'est que les gens étaient là, déjà le public était là relativement à l'heure, et que tout le monde écoutait chaque artiste comme si c'était une tête d'affiche, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et de ce que je sais, les artistes l'ont ressenti comme ça aussi. Et moi, ça me fait super plaisir qu'il y ait une vraie ambiance. Tu vois, les gens ne sont pas allés acheter leur bière parce qu'ils ne connaissent pas l'artiste. Non, tout le monde a voulu découvrir. Voilà, exactement. Et j'apprécie. Et quand à la fin, quand je vais
dis dehors, mais devant la salle, et que les gens me disent, je connaissais pas un tel, mais c'était lourd, je connaissais pas Sodad, mais c'était cool, je connaissais pas Ski, c'était Sodad, c'était lourd. Ouais, moi, c'était lourd. Moi, ça me fait plaisir de ouf, tu vois. Et Nerka aussi, c'était lourd. Bon, bref. Concernant les feats, la question pour Jalis, entre artistes, est-ce que pour toi, Jalis, c'est un choix de renforcer ta propre carrière avant de faire plus de feats, malgré une très bonne ambiance avec les collègues et de la sororité? C'est une question qui me revient souvent. Déjà, oui, je pense qu'il y a un désir aussi déjà de se renforcer soi-même pour pouvoir... faire quelque chose dont on est fier déjà, mais en plus, je pense juste qu'on s'entend certes, mais on a chacune nos carrières, on est chacune à différents niveaux, on a différents intérêts à défendre, etc. On fait des choix différents, on peut s'apprécier certes et sentir qu'on ne va juste pas au même endroit, donc il y a aussi beaucoup de décisions business à prendre, et puis même en termes de timing... Chanty vous dira, c'est difficile d'attraper les artistes. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Donc en fait, on se coordonne tous, c'est très difficile déjà. Déjà, imaginer un feat, en général, c'est déjà beaucoup de travail et d'énergie. Donc, surtout à nos niveaux, où c'est pas des labels qui s'en occupent à nos places. Donc voilà, c'est plutôt concours de circonstances. Et Big Up, je te suis depuis l'époque où tu déposais sur Twitter, dit Cocolico. Ah, merci. Ah, ça fait longtemps. J'ai commencé par des covers. Ah, d'accord. Sur Twitter. Des covers de quel style? J'avais fait une cover de Dadju, il m'avait retweeté. Ah ouais? Ouais, je faisais John Legend à l'époque, c'était le moment. John Legend, j'adore John Legend. Ouais, moi aussi. Et donc voilà, je reprenais un peu toutes les chansons que je kiffais, Alicia Keys, tout ça. D'accord, donc en fait, toi, tes influences musicales sont pas forcément que dancehall. Ah, pas du tout, même. Pas uniquement, non. On n'a pas parlé de ça. J'adore chanter vraiment. Je suis une grande fan de variétés françaises. Ah ouais? Ouais. C'est vrai, putain, on aurait dû aller là. Attends, 2 secondes. On est à la fin de l'interview. Non, 2 secondes. Non, mais juste, du coup, tes inspirations hors musique urbaine caribéenne, c'est quoi? Alors, hors musique caribéenne. Est-ce que tu aimes Céline Dion? Ouais. Oh putain. Yes. Ah, je suis fan de Céline Dion. Céline! J'étais trop contente de l'avoir dernièrement au Grammy. Oui, vous m'avez pas vu, genre. C'est content. Très contente. Oui, très grande fan. Et Lara Fabian, et nanana. Ok, d'accord. Super, d'accord. Parce que moi, Céline, c'est important pour moi. C'est important. Moi. Les gens qui n'aiment pas Céline, ils viennent pas au Moicast. Ah, ouais, franchement, ça peut se bagarrer. Hein. Non, mais non, j'ai calmé. Est-ce qu'il y a des collectifs de DJ qui passent du chata sur Paname? Ah, ben, il y a le truc qui s'appelle la créole, les soirées là, où il y a tu peux entendre du chata. Il y a la Sixtion aussi. Là Sixtion, ça s'appelle. Okay. Sixtion. C'est un collectif de DJ et eux aussi font beaucoup de chata et de bouillon. Il y a Carla aussi Carla Génus qui en fait partie carrément. Elle en passe beaucoup et en vrai, je pense qu'actuellement, tous les DJ doivent avoir leur session chata sur Paris. Ouais. Que tu ailles dans des boîtes de blanc. Ou même bouillon. Voilà, bouillon et chata. Ouais, bouillon, chata. Ça. D'ailleurs, c'est marrant, ce truc-là, bouillon, chata. On met tout le temps les deux ensemble. C'est vrai, on met les deux ensemble alors que c'est vraiment des énergies différentes de fou. Ouais, c'est des énergies différentes. Le bouillon, t'en as déjà fait? Il y a des points communs. J'en ai pas encore fait. Non, j'en ai pas encore fait. J'hésite. Ouais. Moi, tu sais, je suis très respectueuse de la culture d'autrui. Je veux pas faire des dingueries. Big up à Giovanni, même si je dis là, Bouga puni et yo mettez dans ce coin là. Yes, I. Mais tu peux te rapprocher, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Moi, je sais pas si vous connaissez un peu Kai Sinat, le streamer. Je connais des extraits que je vois. Moi, j'aime bien parce que quand il fait ses streams. Ça s'est mis à couper le volume. Quand il fait ses streams, ça vient de partout et tout. Franchement, n'hésitez pas si vous voulez passer. Je sais qu'il y a Nice aussi derrière et tout. N'hésitez pas. On peut se mettre à... Voilà. Et on fait un freestyle, je mets une instru. Et moi je lâche un 16 et puis voilà, c'est parti. Et puis ton freestyle quoi. Moi j'ai toujours voulu faire ça. Je pense que je ferai ça un jour. Une émission. Moi j'aime bien ça, mais faire une émission freestyle, genre comme des VM, tu vois. Avec des artistes. Tu vas recevoir des ministres aussi. Moi j'étais reçu par des ministres. J'essaie de le faire oublier ça, mais. C'est des photos, il y a des preuves. Oui, il y a une vidéo. Ça dépend du ministre. Il y a des ministres. En fait, non, j'étais au ministère des Outre-mer, j'étais pas avec le ministre. Ah, d'accord. Mais c'est pas forcément quelque chose dont je suis très fier dans ma vie. Ça arrive. Voilà. C'est pas pareil, t'avais mangé. Oui, c'était pour. C'est toi qu'on avait reçu. C'est pas pareil. Oui, mais tu sais, en plus, ça m'avait toujours fait marrer parce que moi, j'ai jamais dit du bien de ce gouvernement depuis que j'ai commencé à faire quelque chose. Et ils me disent, vous pouvez pas venir manger avec nous? J'ai dit, attends, faut leur mal leur parler pour qu'ils m'invitent. C'est génial, en fait. Mais c'est cool. Le bouillon, je connais pas, besoin d'explication. Alors, le bouillon, qu'est-ce que c'est le bouillon? C'est une musique. Ah non, peut-être que j'ai laissé.
Franchement, moi, je ne saurais pas donner de définition musique dominicaine. Technique, mais c'est une musique qui est à l'origine qui vient de la Dominique. Il y a même plus de 10 ans, il y a entre guillemets une branche guadeloupéenne qui s'est développée. Ben voilà, la spécificité, je dirais, de cette branche guadeloupéenne, ben c'est pareil, c'est les paroles un peu plus crues. Et donc il y a eu un premier pic, je dirais, il y a une dizaine d'années. Et là, depuis 2 ans, on va dire à peu près 2020 aussi, il y a eu un regain qui a été motivé par plusieurs chanteurs, notamment beaucoup de femmes d'ailleurs. Les Oligi, Yellow Gaza, voilà, en groupe. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des groupes. Il y a les Total Spice. Toutes les 3 semaines, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau groupe. Total Spice. Ouais. Oui. Et c'est le truc sur la moustache là, le truc. je vais pas dire. Il y avait un truc, je bouille sur ta bouche. Enfin, pardon. Je vais pas dire. Mais en tout cas, il y a des groupes en tout cas. Et il y a eu aussi ce qui a été bien aussi, c'est que les nouvelles générations ont valorisé les Yellow Gaza aussi, qui ont fait partie de la première vague, qui elles-mêmes ont eu un regain de visibilité et tout. Et pareil, je trouve que c'est assez vertueux cette énergie-là. Ouais. Il y a eu des connexions, des scènes, des prestations et voilà. Donc voilà le bouillon, ce que c'est. Et d'un point de vue technique pour les rythmiques et tout, je ne pourrais pas te définir ça bien. Je t'invite à aller regarder un peu. Et j'ai l'impression que niveau grand public, la hype bouillon est en concomitance avec la hype chata. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que beaucoup de gens ont fait le truc, les deux sont ensemble, alors que c'est vraiment des énergies, même musicalement, très différentes. La chata, c'est de la dancehall. En fait. Non, la patate, tipetas. Quoi? Il donne les paroles. Ah ouais, d'accord. J'ai dit pourquoi il dit ça. Ça dans le cul. Le rap trap antillais devrait se rapprocher du bouillon chata pour s'exporter. C'est-à-dire, est-ce que les artistes rap trap devraient faire du bouillon? C'est ça que tu veux dire, Dorzi? Est-ce qu'ils devraient mélanger? Je sais pas. Mélanger, mettre des inspirations, des samples de bouillon chata dans... Titoff avait déjà commencé, je crois, avec les Oligi en mettant des samples d'elle dans un morceau. Récemment, j'ai vu les Oligi avec Tiako là. Ouais. Oligi. Oligi. Oligi, c'est quelqu'un? Oui. Oh, putain. Enfin, c'est le groupe aussi, et c'est le nom d'une des... c'est comme si ça s'appelait les Beyoncé, quoi. C'est ça. Ok, ok. D'accord. Mais je sais pas si c'est un feat ou c'est parce que dans un de ses morceaux, il big up. Et il parle d'Oligi, j'avais la discussion hier. Moi, j'ose croire et espérer que c'est un feat. Ouais, ça serait trop cool. Ils sont à Londres et tout, je sais pas. C'est trop stylé. Question de Villorosa. Shorty, à quand ton one shot? C'est que je sais que Shorty a rappé. Plutôt bien. Dans ma jeunesse. C'était une sorte de Kerry James guadeloupéen. Non, c'était pas... Ou peut-être un peu. Après, c'était une autre époque. C'était une autre époque. Fallait pas dire trop de bêtises. C'était pas... C'était des époques de thème aussi. C'était pas le puzzle de mots et de pensée. Donc voilà. On a la vidéo. Il y a une vidéo de Shorty qui rappe. Aïe, Joey... Faut faire tourner. Si tu as la vidéo que je crois du calme. Venez en PV, je vais en PV pour la vidéo. Fais attention, Joey. J'ai filmé les interactions la dernière fois où on s'est vu. Moi aussi j'ai filmé. T'inquiète pas, Joey. Si personne ne doit te toucher, Joey. Personne ne doit te toucher. Ça cite du Booba. Ah ouais, j'ai cité. Puzzle de mots et de pensée. Ah oui, d'accord. Wow. Ok. Excusez-moi. Pardon. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? On a encore 2-3 minutes. Sinon, ça sera la fin de tout. Ce sera Poutine qui balance une nuque sur Paris. Et ce sera la fin du live. Je pense que c'est ok. Les amis, je suis très content de vous recevoir. C'était un plaisir. Toujours un plaisir de venir chez le Moicast. J'ai calculé, c'est la 6e fois qu'on fait quelque chose ensemble. Ah ouais, d'accord. Là, je suis top 1. Ouais, t'es top 1. Ouais. Le loup, de loin. Non, mais il y a Kevin aussi. Kevin, il a fait 3 trucs. Ok, bon, j'ai gagné. Et peut-être bientôt Joey, parce que je n'arrête pas de le tanner, il faut qu'on fasse son Moicast Rewind. Parce qu'en fait, Joey il est passé dans le 2e épisode du Moicast. Et faire revenir et réécouter son épisode. Et, donc on va peut-être
si on trouve du temps, parce que monsieur est quand même très occupé. Mais voilà, ça serait cool de faire ça. Donc les amis, on va se retrouver dans pas longtemps, puisque j'ai une très 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 grosse annonce à vous faire. Une très 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 grosse annonce que je garde bien secrète depuis longtemps. Mais je vais participer à quelque chose d'assez incroyable. Et donc on va arrêter le stream, on va se dire bye bye. Et je reviendrai. Je rejoins la Zawa. je viens père de famille ou juste père de porc. Là, il a bu un petit peu. Ouais, je vois qu'il est bourré là. Très intéressant. J'ai pris beaucoup de notes. Ok, Foxy. Attends, il va me dire plein de choses. J'ai pris plein de notes. Alors, Samoura, j'ai écouté l'interview. J'ai écouté l'interview. Le Waka c'est à Koh-Lanta. Pas loin, Villorosa, pas loin. Le feat avec le joueur du grenier, eh ben, pas loin non plus, hein. On en parle tout à l'heure, on se voit vers 18h30 pour un autre live. Merci les amis d'avoir été là, c'était très 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 cool. Et puis j'ai hâte de te voir sur scène et je serai au premier rang, aux premières loges. Tu es très grand, t'as pas le droit de te mettre devant, tu vas empêcher plein de gens. Je suis pas si grand que ça. Une sextape Moicast. Pas loin, non, j'ai très cool de découvrir Jalis en interview. Ouais, franchement, trop content. Même moi, franchement, c'était super sympathique. Et je trouve que, franchement, Jalis, au-delà même de la musique qui, voilà, je trouve que ça fait un jeu de mec qui va faire les lèche-bot, mais je trouve que ton avis sur les sujets, quand on parle de féminisme ou quoi, très on point. Merci beaucoup. J'essaie au maximum de ne pas dire des dingueries. Bah, c'est très juste, très très juste. Et puis en plus, le mot capitalisme a été employé. Et donc c'est bon. Donc voilà, moi c'est voilà. Ok, donc voilà, merci à vous les amis. On se revoit tout de suite, tout à l'heure. Allez, prendre vos places. L'Oxymoron Street, 18 avril à la place hip-hop. Vali nous dit coucou apparemment. Merci Vali, coucou Vali. Je trouve qu'au-delà de la musique, mais non, j'ai pas dégradé, ça va. Il a eu peur en fait. Ah, il a eu peur du dérapage. Mais non. Pas du tout. On n'est pas comme ça ici. Pas comme Merci ça ici. Foxiel, je sais pas c'est qui, mais je veux tout savoir de toi. Elle est incroyable, Foxiel. Merci pour le stream. À plus tout le monde. Salut quiconque. Et salut tout le monde. Gros bisous. Bye bye. 25 € seulement. 25 €, c'est pas cher, c'est pas cher.